short while ago, the IDF identified Hezbollah terrorist organization preparing to fire missiles, rockets towards Israeli territory. In a self-defense act to remove these threats, the IDF is striking terror targets in Lebanon from which Hezbollah was planning to launch their attacks on Israeli civilians. Personne ne l'avait vu venir, Israël a décidé de frapper en premier, aux toutes premières heures du dimanche 25 août. Plus de 100 avions de combat israéliens ont décollé avec un objectif clair, infliger un coup majeur au Hezbollah. Cette attaque préventive de grande envergure a visé plus de 40 objectifs militaires. Ce qui est notable ici, c'est que même si le Hezbollah et Israël se sont affrontés à plusieurs reprises ces derniers mois, c'est la première fois depuis le 7 octobre que l'État juif lance une opération aérienne de cette ampleur. L'objectif, contrecarrer un plan du Hezbollah visant à bombarder Israël avec des milliers de projectiles en simultané. On avait déjà abordé sur Diplo comment l'Iran pourrait chercher à se venger de l'élimination de certains de ses alliés, dont le leader du Hamas. Tu t'en souviens ou pas? Regarde ça. L'Iran pourrait donc être tenté d'attaquer avec le Hezbollah, saturant le bouclier antiaérien d'Israël avec un barrage massif de missiles et de roquettes. Un peu comme ce qu'avait fait le Hamas le 7 octobre. Les systèmes de défense antiaérienne du Hezbollah, ce sont des MISAG iraniens ou les ZU-23 soviétiques. L'armée israélienne pourrait neutraliser l'immense majorité des capacités offensives du Hezbollah en 24 heures. Exactement ce qu'il s'est passé. Les services de renseignements israéliens, parmi les plus redoutables au monde, ont découvert que le Hezbollah accumulait des milliers de projectiles se préparant à frapper Israël de manière imminente. Comme on l'a déjà expliqué, la menace du Hezbollah ne réside pas uniquement dans sa puissance militaire brute, mais surtout dans sa proximité avec Israël. Une attaque par saturation où des centaines, voire des milliers de projectiles seraient lancés en même temps pourrait provoquer une catastrophe en Israël. Il serait impossible pour les défenses israéliennes d'intercepter tous ces missiles en même temps, ce qui pourrait entraîner des destructions massives dans les villes, villages, bases militaires et bien plus encore. Et c'est exactement ce que les alliés de Téhéran étaient en train de fomenter. En clair, l'attaque préventive d'Israël sur le Liban était inévitable si l'État juif voulait éviter un nouveau bain de sang sur son territoire. C'est pourquoi, en un éclair, plus d'une centaine d'avions israéliens ont traversé le ciel du sud du Liban pour détruire les principaux sites de lancement du Hezbollah ainsi que plusieurs dépôts de carburant et d'armes. C'est quelque part la démonstration de force de l'armée israélienne, une réponse nette et puissante pour prévenir un désastre imminent. Or, pour bien comprendre la situation, il est crucial de faire une distinction importante. Même si l'attaque a eu lieu sur le sol libanais, ça signifie pas qu'Israël est en guerre contre le Liban en tant que pays. La situation est on ne peut plus complexe. Le Liban, en théorie, est l'une des démocraties parlementaires les plus pluralistes de la région. Cependant, la réalité sur le terrain est complètement différente. Le Liban est ce qu'on pourrait appeler un état failli ou défaillant, où le gouvernement officiel est pratiquement impuissant et dépend largement d'un groupe terroriste, le Hezbollah, qui contrôle de facto une grande partie du pays. Pour vous donner une meilleure idée de cette situation, on va jeter un coup d'œil à cette carte. Alors, la complexité de la situation, elle découle du fait que les zones du Liban sous le contrôle du Hezbollah, comme on peut le voir sur la carte, sont principalement situées dans le tiers sud du pays, juste à la frontière avec Israël. Cette région est littéralement devenue une base d'opération pour le groupe terroriste. C'est pourquoi l'opération aérienne israélienne s'est concentrée sur cette zone. C'est de là que la majorité des missiles et roquettes sont tirés vers Israël. Pour ajouter à la confusion, cette région abrite également une mission des casques bleus de l'ONU avec des contingents de plusieurs pays, y compris de l'Europe. Et pourtant, cette mission est largement inefficace. En réalité, il se pourrait même qu'elle a pu contribuer à renforcer le Hezbollah qui profite de la protection internationale pour opérer en toute impunité. Le Liban, dans la pratique, est comme deux pays en un. Le gouvernement national n'exerce qu'un contrôle limité et l'armée libanaise a abandonné toute tentative de contrer le Hezbollah qui est désormais plus puissant que les propres forces régulières du pays. En conséquence, le Hezbollah utilise le territoire libanais comme bon lui semble, même si cela met tout le pays en danger face aux représailles israéliennes. Maintenant que cette distinction est faite, revenons à la situation actuelle. L'attaque préventive d'Israël n'a pas suffi à mettre fin à la crise. Peu après l'opération aérienne, le Hezbollah a lancé son attaque tant redoutée, bien que d'une ampleur légèrement réduite. En quelques heures, environ 300 projectiles, incluant missiles, roquettes Katyusha et drones, ont été tirés vers Israël. Heureusement, cette vague n'a pas réussi à submerger les défenses israéliennes et
aucun objectif majeur n'a été atteint. Enfin, pardon, le Hezbollah a quand même réussi à toucher un poulailler. Bref, l'organisation terroriste a qualifié cette attaque de premier tour, laissant entendre que d'autres vagues pourraient suivre dans les jours à venir. En somme, les deux camps revendiquent la victoire dans cette confrontation, chacun affirmant avoir remporté cette bataille un peu particulière. La situation reste tendue et tout indique que ce conflit est loin d'être terminé. Israël et le Hezbollah revendiquent tous deux la victoire après une nuit de violents combats. D'ailleurs, pas besoin d'aller plus loin. Voilà ce qu'a déclaré le président du Parlement iranien. Ils ne peuvent pas dissimuler cette défaite. Il y aura une réponse précise et calculée à Israël. Mais contrairement au régime sioniste, l'Iran ne cherche pas à attiser les tensions, même s'il ne les craint pas. Mohammad Bakr Kalibaf, président du Parlement iranien. Bref, de la propagande comme d'hab. Mais bon, la situation reste grave. Le Hamas affirme avoir tiré une roquette sur Tel Aviv. Israël et le Hezbollah échangent des messages appelant à ne pas escalader après les frappes aériennes. Désormais, cette escarmouche entre le Hezbollah et Israël ravive les craintes d'une escalade régionale du conflit. Entre autres parce que cette attaque intervient durant les négociations entre Israël et le Hamas au Caire, alors que celles-ci ne tiennent plus qu'à un fil. Aucun accord au Caire dans les pourparlers de cessez-le-feu à Gaza. Le processus devrait se poursuivre selon des sources. Alors oui, c'est exactement ce qui s'est passé ces derniers jours. Mais attention, chez Diplo, on ne se contente pas de rapporter les faits comme un simple journal télévisé. Ici, on creuse un peu plus. Et pour ça, il y a deux grandes questions à poser. Premièrement, comment ce conflit pourrait-il évoluer? Et ensuite, pourquoi le Hezbollah se préparait-il à lancer une attaque massive contre Israël? Spoiler alert, ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air et il y a bien plus de choses en jeu ici qu'on pourrait le penser à première vue. Alors, reste bien avec nous parce qu'on va t'expliquer maintenant qu'est-ce qui pourrait vraiment faire pencher la balance dans ce conflit. Mais d'abord, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager. Et si tu as envie de taper la discute, tu peux écrire un commentaire ou nous envoyer un DM sur Insta. Et si tu as envie de participer à l'aventure Diplometrix, je te laisse un lien pour notre plateforme de financement participatif dans la description. Allez, c'est parti! Les chiens aboient, la caravane passe. Ces derniers temps, parler du Hamas, du Hezbollah et de leur action, c'est vraiment parler de l'Iran. Rien de nouveau ici, c'est un fait établi. Ces groupes terroristes ne font pas un geste sans l'organisation, l'aide et l'approbation de Téhéran. Et c'est un point crucial qu'on doit garder en tête. Tu te souviens sûrement de la première attaque directe contre Israël en avril dernier. Environ 320 drones et missiles ont été lancés pour punir l'État juif. Ils ont même appelé ça l'opération True Promise. Pourtant, il aurait été plus approprié de l'appeler véritable déception. Pourquoi ? Parce que finalement, il s'est absolument rien passé. Beaucoup de bruit pour rien. De chaque côté, un chien qui aboie mais ne mord pas, comme le dit l'adage. Maintenant, après l'élimination récente du leader du Hamas, Ismaël Haniyeh, et d'autres hauts dirigeants du Hamas et du Hezbollah, qu'on a déjà mentionné ici sur Diplo, tout le monde attendait la réponse des ayatollahs. Pendant des jours, voire des semaines, les spéculations allaient bon train. La vengeance prendrait-elle la forme d'une guerre ouverte entre ces puissances militaires? Ou, comme d'habitude, l'Iran utiliserait-il ses proxys paramilitaires pour accomplir son sale boulot? Eh bien, même si on ne peut pas totalement exclure la première option, il semble que l'Iran ait opté pour la seconde option. Et c'est là qu'entre en jeu l'attaque massive du Hezbollah dont on a parlé. Mais avec l'intervention rapide de l'armée de l'air israélienne pour contrecarrer leur plan, la grande question est désormais, le Hezbollah va-t-il réessayer? Et surtout, l'Iran pourrait-il décider de prendre les choses en main pour éviter un autre échec? Alors, on sait ce que tu vas penser. Encore un de ces youtubeurs qui va parler d'apocalypse. Eh bah, désolé de te décevoir, mais pas aujourd'hui. On va pas te parler d'une hypothétique guerre mondiale, même si c'est très tentant. Parce que si on le fait, ça serait un peu malhonnête. Tu vois, quand quelqu'un prétend avoir gagné une bataille, c'est généralement un signe qu'il ne prévoit pas de continuer à pousser sur le même front. Après tout, si t'as déjà gagné, alors pourquoi insister? C'est une logique assez simple. Et ça nous amène à un point crucial. Ces dernières semaines, beaucoup se sont inquiétés du risque que le régime des ayatollahs ne lance une offensive militaire complète, potentiellement déclenchant une guerre au Moyen-Orient. C'est pas une rumeur Twitter, hein. C'est une préoccupation bien réelle de la Maison Blanche. Et malgré tout, il semble de plus en plus clair que, aussi sectaires, radicaux et vengeurs que puissent être les ayatollahs, ils sont pas non plus suicidaires. Le régime iranien est dangereux, c'est indéniable. Il persécute les droits de l'homme, finance des groupes terroristes, menace de détruire des pays. Mais ils savent où se trouve la ligne rouge à ne pas franchir. Une attaque massive contre Israël aurait des conséquences très graves, notamment avec la réponse implacable d'Israël, un pays avec une force aérienne
aérienne redoutable. Alors voilà, la situation est tendue, mais la probabilité d'une guerre totale reste faible. Le Hezbollah, tout comme l'Iran, sait qu'il joue un jeu dangereux, mais ils savent aussi que certaines limites ne doivent pas être dépassées. On parle ici d'une force de frappe aérienne incroyable. Près de 250 chasseurs bombardiers F-15 et F-16, 39 F-35 de 5e génération et un arsenal complet d'avions de ravitaillement, de surveillance aérienne et de guerre électronique. Tous ultra modernes, parfaitement adaptés aux conditions du Moyen-Orient, avec des pilotes parmi les mieux entraînés au monde. Une force aérienne qui figure facilement dans le top 10 mondial. Bien sûr, il ne s'agit pas seulement de la puissance militaire d'Israël. En cas d'élargissement du conflit, ça pourrait signifier l'entrée en jeu des États-Unis, et là, les choses deviendraient vraiment sérieuses pour le régime des ayatollahs en Iran. Oublie pas que la situation intérieure en Iran est loin d'être stable. Les rues ne sont pas exactement un bastion de soutien pour les ayatollahs. Et pour couronner le tout, aucun de ses alliés, que ce soit la Russie ou le Venezuela, ne serait vraiment en mesure de lui venir en aide. Ils sont soit trop occupés ailleurs, soit n'ont pas les moyens d'apporter un soutien significatif. Donc, en gros, l'Iran est une grande gueule, menace Israël, mais préfère que d'autres fassent le sale boulot. C'est une vieille stratégie qui continue de fonctionner jusqu'à un certain point. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ce week-end? Le Hezbollah était sur le point de riposter pour venger les chefs terroristes éliminés par Israël ces derniers mois. Ils avaient tout préparé, mais Israël les a devancés. Avec une attaque rapide et massive, Tsahal a frappé au moins 40 cibles militaires au sud du Liban sans rencontrer la moindre résistance, sans subir de pertes et avec une précision redoutable. Mais alors la question est, que cherchait réellement le Hezbollah avec cette attaque de grande envergure? Eh ben, il semble que le principal objectif de cette attaque n'était pas seulement de causer des victimes civiles, mais aussi de cibler plusieurs bases militaires. Parmi elles, la base de Glilot, située au nord de Tel Aviv, qui abrite les quartiers généraux du Mossad et d'autres services de renseignements israéliens. Mais attends une minute, était-ce vraiment le but? Attaquer des bases militaires ultra protégées en Israël qu'ils n'auraient probablement jamais réussi à toucher en raison des défenses antiaériennes? Eh bah les potos, c'est ici que les choses deviennent vraiment intéressantes. Ce qu'on a vu ces derniers jours, c'était peut-être pas une véritable opération militaire, mais plutôt une manœuvre politique pour empêcher la fin de la guerre à Gaza. On parle pas ici d'un grand attentat, mais plutôt d'un sabotage politique en bonne et due forme. Alors de quoi s'agit-il exactement? Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette attaque? Eh bah, reste avec nous jusqu'à la fin de la vidéo, on va tout expliquer dans un instant. Une guerre interminable. En octobre 2023, lorsque le Hamas a lancé une attaque dévastatrice contre Israël, le Moyen-Orient a été secoué comme jamais auparavant. Cette attaque est survenue à un moment critique, alors qu'Israël était en train de normaliser ses relations avec plusieurs pays musulmans grâce aux accords d'Abraham. Plus important encore, un rapprochement historique avec l'Arabie Saoudite était en cours. Ce rapprochement aurait marqué un tournant décisif dans la politique de la région, affaiblissant considérablement les revendications de la Palestine. Le but de l'attaque du Hamas était clair, mettre un frein à ce processus diplomatique. Car comme toujours, derrière chaque action militaire, il y a un objectif stratégique, pas seulement une quête de vengeance. Ça nous amène à nous demander, qu'espérait le Hezbollah avec son attaque du dimanche dernier? Leur objectif, s'il avait réussi, aurait très probablement déclenché une guerre ouverte avec Israël. Mais pourquoi maintenant? Eh bah, faut savoir qu'actuellement, le Hamas et Israël sont en plein pourparlers en Égypte, essayant de négocier un cessez-le-feu dans la guerre à Gaza. Les discussions avancent, mais elles sont loin d'être simples. Le Hamas aurait proposé de libérer les otages restants, environ 70 personnes, en échange du retrait total et définitif des troupes israéliennes de certaines zones de Gaza. Mais un obstacle majeur a surgi dans ces négociations, le corridor de Philadelphie. Alors tu te demandes sûrement ce que c'est. Eh bah, on va te l'expliquer dans cette vidéo. Le couloir de Philadelphie, t'en as déjà entendu parler ou pas? C'est une zone stratégique de 14 km de long et 100 mètres de large à la frontière de Gaza, récemment reprise par l'armée israélienne lors de leur nouvelle occupation, autrefois sous contrôle égyptien. Ce corridor est crucial pour les activités de contrebande du Hamas. Et c'est là que ça devient intéressant. Le gouvernement Netanyahou refuse catégoriquement de céder cette zone à l'Égypte, créant une nouvelle pierre d'achoppement dans les négociations de paix en cours.
Les pourparlers entre les États-Unis, Israël, l'Égypte et le Qatar étaient sur le point d'aboutir à un accord commun, notamment sur la création d'une force conjointe égypto-israélienne pour gérer cette zone. On parle d'un grand pas en direction du cessez-le-feu tant attendu. Mais voilà, le timing est crucial. Dimanche 25 août, le Hezbollah lance une offensive. Et d'un coup, tout le processus peut être gelé. Pourquoi? Parce que pour le Hamas, accepter un cessez-le-feu alors qu'Israël attaque le Hezbollah, c'est risquer de perdre le soutien iranien et rompre cette alliance de circonstances. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé dimanche? Pour beaucoup d'analystes, cette offensive du Hezbollah ressemble à un sabotage en règle, une manière de torpiller un possible accord de cessez-le-feu. La guerre entre Israël et le Hamas avait déjà fait des ravages, mais ces dernières semaines, un nouvel acteur a intensifié son rôle sur la scène politique, le Hezbollah. En augmentant considérablement ses attaques dans le nord d'Israël, le Hezbollah jette de l'huile sur le feu déjà bien allumé, cherchant à pousser Israël à adopter une position encore plus agressive. Le but, saboter toute possibilité de paix. On en est à presque un an depuis le début de la guerre, et même si l'opération aérienne israélienne a réussi à protéger les villes du nord d'Israël pour l'instant, la situation reste extrêmement volatile. La grande question est de savoir si le Hezbollah réussira à faire dérailler définitivement les pourparlers de paix. Alors, qu'est-ce que va faire le Hezbollah ensuite? Chez Diplo, on va suivre de près l'évolution de ce conflit. Mais en attendant, la question, elle est pour toi. Qu'est-ce que tu ferais pour mettre fin, une fois pour toutes, à la guerre à Gaza? Et si tu étais Netanyahou, quelle serait ta stratégie face au Hezbollah? Dis-nous ce que t'en penses dans les commentaires, on espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, abonne-toi, like et partage. Si t'as envie de taper la discute, tu peux écrire un commentaire ou nous envoyer un DM sur Insta. Et si t'as envie de participer à l'aventure Diplo, je te laisse un lien pour notre plateforme de financement participatif dans la description. Allez, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très vite.